Je ne compte pas faire du tout un exposé de type brassage de toute une série de choses. Je voudrais vraiment me concentrer sur, sur des aspects assez précis autour de ce qu'on appelle, à mon avis, de manière à tort, en tous les cas de manière qui risque de tromper, la justice prédictive, enfin ce genre d'outils. Donc je commencerai peut-être dans un premier temps par un peu situer le propos au niveau essayer de voir la zone dans laquelle nous nous trouvons par rapport aux différents modes et outils de régulation actuellement en développement ou en concurrence. Ensuite, je viendrai plus à la question de la logique juridique telle qu'elle est souvent mobilisée, à mon avis, pas de manière optimale, voire de manière très incorrecte, par ceux qui, ingénieurs ou informaticiens, mais informés par des juristes, j'oserais dire mal informés, vous voyez, on lance directement on pourra directement débattre et ce sont des sujets qui sont loin de faire l'unanimité. Il n'y a pas du tout de raison que ça le fasse d'ailleurs. Nous sommes en plein développement. Et donc, j'essaierai de vous parler de cette logique telle que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, vous aussi sans doute, et puis de montrer ce que, sur base essentiellement d'un exemple, ce que la technologie actuelle permet de faire en matière de raisonnement juridique et qui est très très différent de ce fantasme du juge robot, pour dire les choses de manière caricaturale, mais en fait c'est quand même un peu ainsi que le public et beaucoup de ceux qui y travaillent les fantasmes. Donc voilà quel sera le cours, si vous voulez, de cet exposé que je souhaite, et dans la logique du séminaire pas trop long, pour laisser la place à la discussion et à apprendre de vous, puisque, comme je vous disais, ce sont des sujets en défrichage, où à mon avis, il y a des voies de réflexion, aussi de progrès qui sont absolument considérables. Même, en fait, c'est plutôt des chemins qui sont à ouvrir. Pour cela, la réflexion collective des juristes et des professeurs des facultés me semble tout à fait essentielle. Alors, j'emprunte une classification sur la régulation à l'ère actuelle, aujourd'hui, et cette classification de la régulation, je l'emprunte pas à un juriste, je l'emprunte à un ingénieur informaticien, mon ami et collègue Hugues Bersini, pour vous dire à quel point la réglementation n'est plus le monopole des juristes, qui dit au fond, il y a trois manières de réguler, principales à mon avis, je rajouterai principales parce qu'il y en a bien d'autres, de réguler les comportements dans la sphère du juridique, l'économique et le technologique. On pourrait ajouter bien d'autres choses, parce que si on parle de phénomènes comme le nudge, par exemple, on pourrait voir la psychologie, enfin bon, il y a plein d'outils, mais je pense que cette vision, on fait une loi ou un règlement, on incite négativement ou positivement un certain comportement via l'économie, ou on met en place des plateformes ou des applications qui ont des vocations ou produisent des effets normatifs. Et évidemment, on a un peu appris ça de Bruno Latour. Ce qui est intéressant dans ce genre de distinction, c'est que c'est ce qu'il y a entre les trois catégories, c'est-à-dire les hybrides. Et si on voit,
je vous disais, nous beaucoup travaillé ces 25 dernières années sur les nouvelles normativités, etc. Souvent, ce qui se met en place n'est pas un outil qui satisfait les classifications simples qu'aime l'esprit humain, spécialement moderne, mais c'est souvent des mécanismes d'hybridation. On connaît très bien ces hybridations entre le droit et l'économie quand on joue sur la taxation pour décourager ou pour encourager un comportement plutôt que de l'interdire ou de le rendre obligatoire. Bon, c'est pas ça qui va nous occuper aujourd'hui. On va aller regarder un petit peu du côté des hybrides entre le droit et la technologie, avec la technologie qui est utilisée pour réguler des comportements sur des questions qui, pour nous juristes, nous semblent vraiment des questions qui touchent au cœur du droit ou des principes ou des droits fondamentaux des personnes, mais qui sont parfois confiés entièrement à la technologie. Je vais en donner un exemple réel et puis un autre exemple qui n'existe pas pour le moment, mais qui est en projet. Et technologiquement, l'idée n'est pas de faire de la science-fiction, c'est avec les outils dont nous disposons technologiquement. Et donc, l'exemple réel, c'est que dans un certain nombre de pays, je ne sais pas ce qu'il en est dans le Canada et ses différentes provinces, mais dans des endroits comme New York ou Boston, dans mon pays, un petit pays, je viens de Belgique en fait, le centre Perelman est situé à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, tant du côté francophone que du côté flamand, en France également, dans beaucoup d'autres pays du monde, il y a des plateformes et des algorithmes qui sont utilisés pour affecter soit des écoliers, soit des étudiants dans une université ou une école, sur base non seulement, bien sûr, des choix que ceux-ci ont émis, mais aussi des places disponibles. Et donc, il s'agit évidemment d'un aspect tout à fait fondamental si on prend, je prends puisque nous sommes à l'université, la manière dont ça fonctionne pour les étudiants à l'université. Prenons l'exemple français, Parcoursup, qui sont déjà à la deuxième plateforme. Et il y a donc, vous émettez le choix d'aller non seulement dans une certaine école, mais de faire un certain type d'études, d'obtenir un certain nombre de diplômes, et la machine, en quelque sorte, l'application, vous ouvre une possibilité ou ne vous l'ouvre pas. Donc ça a des conséquences tout à fait déterminantes, et c'est de la régulation, c'est de la régulation au sens fort du terme sur des questions importantes, et c'est confié à un algorithme. Et donc il y a un choix derrière qui est un choix politique et qui peut être très différent. Donc chez Macron, par exemple, par rapport, il y avait un système sous François Hollande et un autre système qui s'appelle Parcoursup sous Emmanuel Macron, qui en a la deuxième année d'application. Et donc, pour être très simple, parce qu'à un moment donné, même si on n'est pas informaticien, je crois qu'il y a beaucoup d'écrans de fumée, c'est un peu la même chose que Pascal Cornu-Saint-Pierre a très bien montré dans sa thèse sur la finance, en fait, que on nous embrouille, ça a l'air tellement complexe, mais il y a quand même, sans avoir un esprit complètement obsédé par la critique, il y a quand même une fausse complexité, et c'est vrai que c'est notre travail, je pense sur ce plan-là, tant les Canadiens que les Belges sont des pragmatiques, c'est notre travail d'aller y voir et de voir quels sont les choix qui sont faits. Donc, par exemple, ce qui a été jugé politiquement insupportable dans l'algorithme Hollande, je vais l'appeler comme ça, c'était que l'algorithme faisait une part, pas principale, mais il y avait une certaine part qui était réservée au tirage au sort. C'est ça qui est apparu, qui a été annoncé comme politiquement insupportable et remplacé
par un algorithme d'appairage des couples. En fait, ce sont des algorithmes relativement communs, où vous faites des couples, où vous faites des paires, si vous voulez, et après, ben, vous gérez un peu, si j'osais, je prendrais, c'est une agence matrimoniale, en fait, où vous avez des personnes qui veulent en rencontrer d'autres, et vous tenez compte un peu des préférences de chacun pour attribuer. Alors, il y a des algorithmes qui fonctionnent très très bien, sauf quand il se fait que, on va dire que c'est une agence hétérosexuelle, que tous les hommes donnent la préférence à la même femme et que toutes les femmes donnent la préférence au même homme. Et à ce moment-là, ce même algorithme, vous savez, l'algorithme fonctionne bien si, au fond, chacun cherche un peu des choses différentes. Mais à partir du moment où tout le monde cherche la même chose, ça devient un algorithme en fait extrêmement méritocratique, hein, où il y a un certain nombre, on va aller chercher très très élevé, les critères très très élevés chez l'homme. Tout ça est très politiquement incorrect, j'en ai bien conscience, mais les domaines que nous touchons aujourd'hui sont souvent extrêmement délicats et c'est notre métier à nous de montrer les choix sous-jacents. Eh bien, on va aller demander des critères très très exigeants à l'homme qui va être celui qui va être sélectionné parmi tous les membres qui veulent en fait, qui ont tous classé la femme au premier rang. Est-ce que c'est ça qui se passe dans le monde universitaire français? Oui, puisque vous avez un système en France qui est basé sur l'élitisme de grandes écoles, qui sont elles-mêmes classées dans des rankings. Par exemple, HEC Paris eh ben, est la première business school d'Europe, et donc tous ceux qui veulent faire un MBA et qui estiment avoir une chance de pouvoir l'avoir, enfin, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui vont être, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont demander cette institution-là qu'une autre institution plus près de leur domicile où la pédagogie sera intéressante ou bien où ils auront, je ne sais pas. Et donc là, vous voyez qu'il y a un choix politique qui est effectué, mais qui ne donne pas vraiment lieu à un débat politique extrêmement articulé. Et après, bien entendu, il y a, les juristes s'en mêlent, et ils s'en mêlent d'une manière qui est intéressante, mais qui est que partiellement satisfaisante, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été admis à telle université et qui font recours. Et à ce moment-là, on demande à produire l'algorithme via, alors ça c'est assez complexe, bon, enfin c'est faussement complexe puisque je crois avoir pu vous expliquer quelque chose de relativement simple, hein, mais on va dire, oh là c'est très compliqué parce qu'il y a de la propriété intellectuelle dans l'algorithme, parce que c'est dû, je sais que les Canadiens sont, et c'est très important, les vigilants contre les anglicismes, et donc je vais en employer un ou deux, et je vais vous demander le mot que je dois employer en français, parce que chez nous en Belgique c'est très différent, c'est le terrain neutre qui nous permet de nous entendre entre les francophones et les néerlandophones. Quand on parle anglais, ça veut dire que c'est neutre, c'est la langue de personne. Donc on abuse un peu des anglicismes en réalité, pour de mauvaises raisons. Et donc le machine learning, comment vous diriez ça, vous? L'apprentissage machine, ça semble tout naturel. Donc, on va dire qu'en réalité, on ne sait pas trop ce qui est produit par la machine, etc. Hein, encore plus si c'est de l'apprentissage profond, je sais la traduction toute simple. Bref, on a là des recours individuels, mais qui, au fond, ne suppriment pas la nécessité qu'il y aurait d'avoir plutôt un débat sur le système dans son ensemble. Il y a des cas, commence à avoir pas mal de recours contre ce type de décision, etc. Et il y a une bibliothèque de jurisprudence qui se constitue, dans laquelle je n'entrerai pas du tout ici. Donc là, on est effectivement, on est dans quelque chose qui semble
qui n'était pas tout à fait dans la sphère du droit, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un système d'inscription. On décide qu'on va avoir des systèmes d'inscription dans un but de justice et surtout pour gérer de la pénurie. Et finalement, on le confie directement à la technologie et ça passe pas par la case droit, même si il est assez intuitivement clair pour nous que ça touche à des droits fondamentaux de la personne. Ça, c'est un premier exemple qui est plutôt dans l'hypothèse d'un basculement vers la régulation technologique, où le droit est un petit peu, risque un peu, si on n'y veille pas, et ça fait partie de la lutte, risque d'être mis un peu vite sur le côté. Hein. On fait comme s'il n'avait rien à dire dans cette affaire, vous savez, c'est de l'informatique. Hein. Après, vous avez des choses qui sont plus dans l'hybridation. Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses, j'imagine que oui, au Canada ou dans les différentes provinces, ou en Ontario, qui sont l'utilisation d'outils informatiques dans le domaine fiscal. Donc, nous, par exemple, la plupart des citoyens belges reçoivent une déclaration pré-remplie où ils n'ont plus qu'à ajouter l'une ou l'autre chose marginale. Ça tombe bien, parce que c'est épouvantablement ennuyeux de remplir tous ces papiers. Et donc, c'est automatiquement traité par l'administration fiscale. Jusque-là, on peut dire, on a un principe, évidemment, constitutionnel de la légalité de l'impôt, mais au fond, c'est de la gestion administrative. Il y avait déjà dans le formulaire de l'administration, il y a déjà tout un tas d'interprétations. Simplement, ici, ces interprétations sont automatisées. Donc, l'administration a encore plus le moyen de faire valoir sa vision des choses, qui n'est pas forcément la vision correcte en droit. Nous savons qu'il y a un contentieux fiscal très important, etc. Donc, mais moi, je vais un point plus loin, et ça existe. C'est très opérationnel en Grande-Bretagne. C'est opérationnel aussi en France, je crois. Ça commence très très fort chez nous. Et c'est la phase suivante, c'est-à-dire la phase des contrôles fiscaux. Donc il y a une phase de déclaration, puis une phase de contrôle. Et donc ce sont aujourd'hui des logiciels algorithmiques qui sortent les dossiers qui doivent être contrôlés par les contrôleurs fiscaux. Et là, ces instruments sont des instruments dans lesquels vous ne reconnaissez pas spontanément l'article un tel du code de la fiscalité. Ça parle un autre langage, si vous voulez, et ça fonctionne sur base de comportements, déclarations qui sont repérées comme s'éloignant d'une bonne moyenne, d'une manière suspecte et qui pourrait permettre de récupérer de l'argent. Hein, je n'entre pas plus dans le détail, mais ça se met en norme, ça se met en code d'une manière qui n'est pas directement liée à des interprétations fines des dispositions fiscales. Or, évidemment, ça devient tout à fait déterminant, puisque, au fond, même si, peu importe que vous soyez, vous ayez bien respecté les règles de droit ou pas respecté les règles de droit, si vous ne les respectez pas du tout, mais que vous restez dans la zone où le contrôleur ne va pas avoir le temps et la machine ne va pas lui dire de vous contrôler, vous êtes au fond en ordre. Par contre, dans d'autres situations, quand bien même vous auriez respecté le droit, vous risquez d'être contrôlé très 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 souvent. Ce qui peut vouloir dire qu'il existe, à partir du moment où ce type d'outil est généralisé par une administration unique, et c'est le cas, là encore une fois nous parlons d'aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir, au fond, un phénomène que nous connaissons bien, commençons à avoir deux droits fiscaux, le droit positif fiscal de la théorie et le droit positif fiscal de la pratique, avec évidemment toujours, on retrouve au fond ce que j'expliquais pour le logiciel comment dirais-je, c'était quoi le précédent? Un trou de mémoire, la première chose. Parcoursup,
c'est-à-dire la possibilité de recours individuel qui effectivement peut amener, va amener à des changements de votre situation fiscale, peut-être avec moins de chances encore que Parcoursup, va remettre en cause le système dans son ensemble, qui a été implémenté sans faire véritablement l'objet d'un débat du même ordre que celui qu'aurait nécessité, selon les formes constitutionnelles, un changement de la loi fiscale auquel, en fait, il opère en pratique. Donc, on a là quelque chose où on est dans l'hybride. Alors, on pourrait, là je vais passer ça, mais je plante de certaines graines pour la discussion pour le cas où ça intéresserait certains d'entre vous. L'ingénieur que je citais tout à l'heure, Hugues Bersini, lui, il travaille là on est de nouveau dans du très technologique, très très peu juridique, mais vous allez voir, c'est interpellant, un GPS, un système de GPS, mais dans lequel le choix du parcours qui vous est proposé ne fonctionne pas sur l'algorithme actuel de la plupart des GPS, à savoir vous offrir à vous le temps de parcours le plus court ou celui qui va faire que vous consommez le moins de carburant, mais c'est donc c'est une expérimentation en cours de vous proposer, voire, dit-il, il faut se méfier des ingénieurs, de vous imposer un parcours qui va intégrer les externalités positives et négatives de votre trajet. Donc, vous avez, ce sont des applications multimodales dans lesquelles on va vous dire, ben, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marcher 5 minutes jusqu'à l'arrêt du bus qui va vous conduire là, et ceci va être finalement beaucoup moins coûteux pour l'environnement que de prendre cette voiture, d'aller vous mettre dans l'embouteillage, etc. Donc, ça pose des questions énormes, et donc on travaille à ça. Là, on est vraiment dans du technologique, de nouveau, et c'est en réalité, ce qui est intéressant d'un point de vue technologique, pose plein de questions de niveau juridique, mais technologiquement, ça ne demande pas la moindre changement par rapport au programme actuel. Vous changez juste le critère de choix, comme j'ai évoqué, entre Hollande et Macron. Mais ce n'est pas plus compliqué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'un point de vue technologique. Alors, d'un point de vue de nos droits et libertés, c'est un changement de société dont on parle. Mais quand quelque chose est possible facilement technologiquement, le risque de changement n'est pas loin. On verra si ce changement est désirable ou pas, mais en tous les cas, on peut basculer très très vite. Voilà, ça ne demande pas, vous voyez, qu'on ait des hommes dans l'espace et des programmes avec la NASA, avec des dizaines de milliards de dollars. C'est tout simple. Ça se fait, je dirais pas demain matin, mais c'est opérationnel. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Comment on expérimente ça? Ben, vous donnez ça aux gens, mais de manière optionnelle. Hein, donc, on leur dit, ben, voilà, est-ce que vous souhaitez avoir le parcours le plus efficace ou est-ce que vous souhaitez avoir le parcours le plus écologiquement responsable? Et donc, les gens prennent une option et alors on leur montre un autre chemin. Le jour où vous décidez que vous ne voulez plus ouvrir le parcours le plus efficace, voilà, hein, si vous imposez un moment, si vous taxez ceux qui... Enfin bon, tout ça n'est pas compliqué technologiquement. Alors, je viens moi maintenant à... je voulais peut-être brosser ce petit champ pour avoir des sujets de discussion, et donc ne vous sentez certainement pas contraint à limiter la discussion à ce dont je vais parler maintenant dans le reste de ce topo, de quelque chose qui est aussi dans l'hybridation droit et technologie, mais qui est beaucoup, beaucoup plus près de nos pratiques juridiques actuelles et des métiers du droit tels qu'ils se pratiquent encore aujourd'hui, que ce soit des avocats ou des juges, par exemple, et donc, de certaine manière, des professeurs de droit également. Je veux parler donc ici d'un certain nombre d'outils que nous utilisons déjà, parce que lorsque nous recourons, nous juges, avocats, professeurs, à des bases de données, ne fût-ce que pour sortir un certain nombre de précédents ou d'articles qu'il serait intéressant de lire pour résoudre une question, c'est déjà ça.
Alors, ça ne nous a pas semblé, jusqu'à présent, véritablement de nature à changer notre logique juridique. Donc, ce n'est pas tout à fait de ces moteurs de recherche-là dont je vais vous parler, mais c'est plutôt de la même famille. Donc, je ferai, pour la simplicité de l'exposé, par rapport aux différents exemples que j'ai énoncés, je proposerai une petite catégorie qui ne vaut que pour la clarté des choses. Je distinguerai les legal tech. Ah non, de nouveau, c'est pas bon. Les technologies juridiques. C'est bizarre, hein? Technologie juridique. Non, mais je veux dire, c'est bon. Les. C'est quoi derrière? Je veux dire l'utilisation d'outils tirés de la intelligence artificielle en rapport avec soit le droit, soit la régulation des comportements. Hein? Donc, nous, enfin, le mot qui semble, enfin, tout ça parle anglais comme d'habitude, hein, disons, je distinguerais dans ces technologies deux choses, selon un qualificatif assez simple, les technologies disruptives et les technologies non disruptives. J'appellerais technologies disruptives celles qui fonctionnent dans l'environnement juridique judiciaire tel qu'il est maintenant, et j'appellerais disruptif ce qui fonctionne dans un autre environnement régulatoire. Et par exemple, le GPS normatif écologiquement responsable est une technologie disruptive. Pour moi, le Parcoursup et ce genre de choses est une technologie discursive, mais les outils dont on va parler maintenant d'aide à la décision judiciaire, vous allez voir qu'on va glisser un petit peu vers quelque chose de plus pragmatique. Là, je les appellerais non disruptifs, puisque on ne suppose pas que nos comportements soient régulés par un algorithme qui nous dise et que la voiture, parce que la voiture est autonome, refuse de prendre à droite parce que écologiquement il faut prendre à gauche. Donc là, on n'est pas là-dedans. On est dans des avocats qui plaident et des juges qui décident, mais on a des outils et on va voir dans quelle mesure ces outils, parce que je n'ai pas besoin de vous dire que est-ce que l'IA révolutionne la logique juridique si on a une technologie disruptive? Complètement. Hein? Totalement, complètement. Mais ici, on va sur quelque chose qui est des outils donnés aux juges et aux avocats qui continuent à faire leur métier tel que nous le connaissons habituellement. Est-ce que ça transforme la logique juridique? Et je dirais, je voudrais essayer de le montrer par un exemple, potentiellement. Juste un petit point de théorie, et c'est un plaisir pour moi, en étant au Canada, de citer Marshall McLuhan, dont je suis un peu triste de voir finalement la réception depuis les années 80. C'est devenu des slogans, en fait, hein, les bouquins de Marshall McLuhan. Alors c'est vrai que les bouquins de Marshall McLuhan, c'est pas si simple. Hein, il y a des passages un peu métaphysiquement spéculatifs, poétiques, obscurs. Donc, ce n'est pas des livres simples. Alors, on a dit, bon, ben, le médium, c'est le message, le village global, deux ou trois choses. Et alors, on se réfère toujours à ça. Je pense qu'il faut revenir 50 ans plus tard à ce qu'il a écrit et qui est véritablement très intéressant. Bon, on connaît la galaxie Gutenberg sur l'imprimerie, mais il y avait aussi pour comprendre... donc Understanding Media, là je crois qu'on peut le dire en anglais vu que c'était la forme originale, mais où il passe en revue tout un tas de médiums et il montre au fond que le changement d'un médium produit des conséquences de toute nature qui sont logiques, politiques, métaphysiques, enfin bon. C'est certainement vrai pour le droit. Alors après, le problème chez McLuhan, c'est qu'il semble faire un peu comme Marx fait avec l'économie, c'est-à-dire que tout dépend, le médium explique tout, en fait, hein, c'est le facteur unique. Bon, ça, je pense qu'on n'est pas obligé de sombrer dans un tel réductionnisme, mais on peut quand même constater que changer de médium pour le droit, c'est changer beaucoup de choses. Le jour où le droit est devenu du droit écrit, ben, le droit tel que nous le concevons est apparu d'une certaine manière. Bon, on dit d'ailleurs parfois que le droit tel que nous le concevons est contemporain de l'invention de l'écriture et de la révolution néolithique, etc. Je ne vais pas ouvrir un grand chapitre d'archéologie du droit, je vous rassure. Mais évidemment, l'invention de l'imprimerie, c'est assez évident, c'est bien connu, nous l'enseignent dans leurs cours. À partir du moment où l'imprimerie, ben, on a l'utilisation des précédents. Vous n'avez pas un droit qui utilise des précédents avant d'avoir l'imprimerie. Oui,
mais uniquement à l'intérieur du même tribunal ou du même juge. Il faut évidemment que les décisions circulent pour qu'on ait quelque chose d'impressionnant comme tous les juges de common law du monde qui se lisent et qui se respectent et qui se citent alors même qu'ils appartiennent à des entités politiques parfois très très différentes. Donc ici, la question est de savoir si le passage au numérique, en quelque sorte, va provoquer aussi un changement dans, on va dire, les métiers du droit ou la manière pour les juristes de métier, j'inclus les profs bien entendu, mais disons avocats, juges, et évidemment ça vaut pour toutes les autres professions, dans la manière dont les juristes de métier exercent leur travail. Et là, nous arrivons très vite à quelque chose qu'il nous faut dégonfler, qui est un fantasme, et qui est cette idée de justice prédictive, qui était de dire, mais au fond, c'est une idée qui n'a absolument rien de contemporain, c'est une idée qui date, c'est un modèle qui date de Leibniz et de ce que j'ai pu appeler, dans l'ouvrage que vous avez eu l'amabilité de citer, le modèle géométrique du droit. Leibniz, c'est au fond un personnage qui, avant la lettre, représente une nouvelle catégorie de juristes que vous avez peut-être dans vos cours, nous on commence à les avoir, qui sont des ingénieurs juristes, ou des informaticiens juristes. Ça commence à venir, on n'en a pas beaucoup, mais il joue un rôle important puisque c'est un mathématicien de génie, c'est un juriste de formation. Il dit qu'il a toujours détesté les avocats et les plaidoiries. C'est un point commun avec tous les gens du XVIIe, XVIIIe siècle dans le modèle classique. Et que lui il aurait préféré être juge. Bon, on sait quelle carrière très brillante à quelle carrière très brillante il a été appelé, mais il a travaillé toute sa vie, tant sur un corpus germanique que sur un corpus civiliste justinien, à la codification du droit dans un langage formulaire artificiel, avec, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une description élémentaire, une caractéristique universelle, avec un art combinatoire pour que chaque concept de droit puisse alors se grouper, qu'on puisse reconstituer toute règle de droit sur base d'une grammaire. En fait, un vocabulaire et une grammaire spécifique, formulaire, qui puissent transformer l'application du droit en un système purement logique. Il a aussi créé par ailleurs, c'est un autre outil, ce qu'il appelle la jurisprudence rationnelle. Et ça, c'est un tableau à multiples entrées qui comprend un peu toutes les actions, toutes les exceptions possibles et qui permet alors de calculer la solution présente. La grande différence entre Leibniz et les systèmes qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui, puisqu'il y a un aspect commercial qui ne doit pas être négligé, est que les systèmes qu'on nous vend se basent sur de l'analyse de données réelles, alors que Leibniz fonctionne sur l'idée d'un système a priori. Donc, le droit est une science complètement a priori, comme les mathématiques, qui ensuite peut être remplie par les faits. C'est évidemment quelque chose que nous ne considérons plus du tout. Et donc, quand j'ai été surpris de ça, mais ça m'est arrivé souvent, peut-être est-ce différent au Canada, mais la dernière fois qui m'a le plus surpris, c'était une conférence internationale où il y avait, en termes de data mining, ça y est, troisième fois. Je pense que là, je vais avoir une amende. Je ne sais pas comment ça marche. Sentez-vous à l'aise. D'accord. Une conférence donc de data mining où on avait des professeurs américains, des professeurs japonais qui depuis 30 ans travaillaient à faire de la justice prédictive et ils travaillaient sur un modèle leibnizien, sur un modèle d'ailleurs qui a été véhiculé par la logique juridique jusque dans les années 1970 avec des gens comme les Français, pour ceux de la tradition francophone, Gardiès et Kalinowski, qui proposaient en gros une logique juridique qui ressemblait, enfin qui n'avait pas, je serais sévère, mais je pense qu'ils sont décédés maintenant, mais ils n'avaient pas beaucoup progressé par rapport à ce que Leibniz avait écrit 300 ans auparavant. Et donc, c'est très étonnant de voir ces professeurs qui expliquent qu'au fond,
l'idée est que la machine puisse juger comme un juge, et que pour juger comme un juge, elle ferait une analyse, je n'entre pas dans le détail, je ne crois pas du tout à ce modèle, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc elle juge tous les cas précédents, elle les classe bien, et elle prédit, sur base des précédents, la décision exacte. Ce qui est très étonnant, donc il travaille vraiment sur un modèle comme ça. Bon, ça n'a aucun sens. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce que j'ai vécu, moi notamment dans mon pays, en France, c'est plutôt l'ère de travail, c'est qu'à partir du moment où vous avez sorti justice prédictive, juge robot, les avocats et les magistrats de qui on parlait des nouvelles normes émergentes, du droit global, etc., qui s'en fichaient complètement pendant les 20 dernières années, du jour au lendemain, ils ont... Toutes les conférences doivent être là-dessus, on ouvre des incubateurs, on ouvre largement les portefeuilles, mais les fonds de recherche s'y mettent, on met plein de zéros derrière parce qu'on doit avoir de la programmation, vous comprenez bien. C'est incroyable. C'est des gens qui recherchent des contrats de recherche, je vais vous dire, mettez-vous au droit algorithmique, ça c'est absolument super. Et donc quel est le problème de ce modèle? Moi, je viens du centre Perelman et je ne sais pas si j'ai dit ça en commençant, au fond, ce qu'on faisait au centre Perelman. Je crois que je n'ai même pas dit. Mais c'est depuis 25 ans, on fait plusieurs choses. Un de nos programmes depuis 25 ans dans lequel moi j'ai été assez fort impliqué, c'est justement ce qu'on a appelé le programme droit global. C'est les objets juridiques non identifiés, les nouveaux types de normalisation, ce qui nous mène tout naturellement à ces petites choses comme les algorithmes, ou l'intelligence artificielle et le droit, si on veut être pompeux. Et d'un autre côté, notre centre a été formé par Chaim Perelman et les juristes de l'école de Bruxelles. Donc c'est un travail qui a commencé dans l'immédiat après-guerre et qui a consisté à remettre en cause, et je pense contribuer à renouveler, en tous les cas en Europe continentale extrêmement fortement, la vision de la logique juridique en disant, bien sûr que ce n'est pas de la logique juridique, le raisonnement, c'est de l'argumentation, c'est ce qu'on produit effectivement au départ des circonstances du cas, mais aussi de tout un matériau extra-juridique et bien entendu des matériaux que sont les précédents. Ce sont des arguments qui viennent s'entrechoquer évidemment dans le cadre d'un débat contradictoire, entre lequel choisit le juge qui lui-même argumente vis-à-vis non seulement de la partie qui perd, c'est son premier auditeur, mais du juge d'appel et dans une certaine mesure du public, puisque les décisions sont publiques. Pour certaines décisions, c'est ça l'auditoire correct, et que donc, au fond, c'est ça la logique juridique, c'est la fabrication des arguments entre lesquels il va falloir choisir dans un cadre procédural qui est celui d'un débat contradictoire conforme à l'éthique de la discussion. Voilà où nous en sommes. Donc, avec cette formation, moi j'ai été formé là-dedans, je pense qu'on est sans doute un certain nombre autour de la table à avoir cette conception-là du raisonnement juridique. Quand on vient avec le juge-machine qui applique mécaniquement les précédents, ça nous fait penser à de la très vieille théorie du droit à laquelle on ne peut pas... on se dit, mais mon Dieu, qui a été l'informateur? J'ai envie de parler le langage de l'ethnologie, parce que les informaticiens, ils ont besoin d'informateurs, ils viennent dans la tribu des juristes. Et puis il leur dit, tiens, mais au fond, ça se passe, c'est quoi pour vous le droit? Ah, ben pour nous, le droit, il y a des juges qui prennent des décisions, ça c'est intéressant, et alors qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, etc. Et puis alors, comment il prend une décision, le juge? Ben, c'est très simple, il y a un système juridique qui est clair, cohérent et complet, et là-dedans, il prend des règles, les applique mécaniquement, et puis ça donne une décision exacte, sauf que parfois il se trompe, ou qu'il a des préférences, ou qu'il est paresseux, et donc ce serait bien qu'on mette une machine à la place, formidable. Et hop, c'est parti. Non, mais après, le nombre de millions de dollars qui sont investis pour faire des bêtises pareilles,
Et jamais, jamais ça ne va. Enfin, nous n'avons pas besoin ni d'être des génies de l'informatique. Je ne préjuge pas des capacités des uns et des autres ici, ni de faire une étude très longue pour dire un instant, messieurs, vous avez été mal informés. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Je vais peut-être vous dire comment je pense que ça se passe ou comment nous pensons que ça se passe. Et là, on pourrait peut-être ouvrir de nouveaux chemins. Vous voyez, c'était cette allusion que je faisais en commençant en disant il y a peut-être des nouvelles voies à ouvrir, d'autant plus que les voies dans lesquelles on s'engouffre au départ, qui semblent les plus évidentes, paraissent à des juristes informés et pragmatiques comme des voies barrées, des cul-de-sac véritablement sans aucun intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, je vais aller vers des exemples concrets, mais qui sont encore de d'ordre expérimental, encore que certains produits se vendent déjà, et je pense d'une manière qui pourrait être mise en cause sur le plan des pratiques du commerce, parce que ce sont des produits qui promettent plus que ce qu'ils, j'allais dire, que ce qu'ils donnent. Ils ne donnent rien, que ce qu'ils vendent. Et donc, allons regarder un petit peu. Je ne veux pas trop faire un exposé critique sur les outils qui existent, ce ne serait pas bien. Je voudrais être plus constructif dans la voie qu'on a, dans la voie alternative que je viens de commencer à vous proposer d'ouvrir ici. Alors, je pars d'une recherche en cours dans lequel est impliqué le Centre Perelman avec HEC à Paris et l'École Polytechnique à Paris, et qui consiste à analyser selon les technologies disponibles 3 millions de décisions de cours d'appel françaises. 3 millions de cours de décision, ça semble énorme. En réalité, à part quelques petits obstacles du genre vous vous abonnez à Dalloz et Dalloz vous téléphone en disant plus personne que vous n'a accès à ma base de données, vous mangez tout, et donc vous allez devoir travailler la nuit entre 2h et 3h du matin. Mais le nombre de décisions qui est, je crois que le nombre pour la phase de numérisation, vraiment d'intégration de la base de données qu'il faut constituer, je pense que c'est 50 décisions par seconde. Enfin, ce sont des chiffres qui sont, et ce sont des chiffres qui sont largement contraints, pas par la puissance de calcul, mais par la largeur des tubes disponibles. Donc, c'est peut-être plutôt 50 décisions par minute. Je crois que, en fait, la machine pourrait faire 200, mais on doit la réduire parce que sinon, il y a des problèmes de transmission. Ça bourre un peu le canal de transmission. Donc, qu'est-ce que fait la machine? Bon, elle a numérisé les 3 millions de décisions. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, vient un nouvel anglicisme, il va arriver dans pas longtemps. Il fait de l'apprentissage machine non supervisé. Non supervisé, c'est-à-dire vous ne donnez aucune instruction à la machine. Je ne vais pas dire comme l'ordinateur avec le joueur de Go, parce que ça repose sur des choses beaucoup plus perfectionnées. Il faut savoir que l'intelligence artificielle dont on parle en droit, c'est pour l'essentiel des techniques qui ont été inventées dans les années 60-70. Et donc, ce dont on parle, même si ça peut produire des effets importants dans nos métiers, ce n'est pas beaucoup ce n'est pas de la technologie de pointe. C'est assez bas de gamme par rapport bon, c'est quand même beaucoup. C'est plus simple d'analyser une décision de justice à certains égards pour un ordinateur que de reconnaître un chat par rapport à un chien, qui est une des grandes bases de l'intelligence artificielle des années 60-70. Vous devez montrer 50 000 images de chiens et de chats avant qu'un ordinateur puisse faire la différence. Pour un enfant, vous devez monter 3 images. Donc, mais d'une certaine manière, une décision de justice en tant qu'elle est faite de texte comporte moins d'informations à analyser pour un ordinateur qu'une image de chat ou de chien. Vous allez me dire, mais enfin c'est quand même plus difficile de concevoir un raisonnement juridique
que de reconnaître un chat et un chien. Et c'est là où on voit déjà que le titre de l'exposé, est-ce que l'intelligence artificielle révolutionne la logique juridique, montre déjà effectivement tous les changements, très très grosses différences qu'il y a entre les techniques utilisées par ces outils artificiels, mais qui sont censés nous aider, voire s'imposer à nous, et la manière dont nous raisonnons habituellement dans ce type de cas. Et donc, que fait la machine? Elle repère assez vite que toutes les décisions de justice ont à peu près la même structure, dans laquelle on peut repérer qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision dans un cadre de tribunal, et qu'il y a une partie où on explique des choses, il y a une partie où on dit ce qu'on a décidé, tout ça. Hein? On voit où sont les avocats. Donc ça, il fait tranquillement tout seul, il ne faut rien lui demander. La deuxième chose après, c'est ce que font les outils existants, c'est d'utiliser une technique dont je vais dire le mot anglais, le clustering. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le clustering? C'est, si je dois le définir en français, je ne sais pas si vos études de mathématiques, si elles étaient, moi de ma génération, c'est beaucoup la théorie des classes ou des ensembles. Hein, c'est simplement dessiner des ensembles et des sous-ensembles dans. Hein, vous avez un ensemble d'éléments, les points sont des éléments, et alors vous vous rappelez, on dessinait des cercles. Bon. Et ça ressemble un peu à ça, sauf que visuellement, donc on va essayer d'avoir des grappes. Donc imaginez 3 millions de décisions. Elles se répandent sur un tableau. Vous avez un tableau avec des points. Ce n'est pas très, très visuel. Et vous allez essayer de les rassembler par grappes, suivant un critère. Et vous pouvez avoir 1 million de critères différents selon lesquels l'ordinateur va vous classer les décisions par grappes. Là, dans la recherche qu'on a faite, il voulait classer par type de contentieux. Et après un travail assez important, dont je vous passe le détail, je serai d'ailleurs pour l'essentiel incapable de vous le restituer, ils sont arrivés c'est des principes d'essai-erreur, en fait. C'est pas de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'humains derrière l'intelligence artificielle. Hein. C'est comme le Mechanical Turk d'Amazon, il y a beaucoup d'êtres humains qui travaillent derrière les outils. En l'occurrence, certainement pour la recherche de type académique avec des équipes informaticiens, juristes. C'est ça, hein, c'est ce type d'équipe-là. Et donc, ils sont arrivés au fait que si ils disent à l'ordinateur de mettre dans la même grappe, dans le même sous-ensemble, toutes les décisions dans lesquelles il y a 4 références à des normes législatives ou réglementaires qui sont identiques. Hein, si on en donne une, ben bon, vous avez des dispositions qui reviennent tout le temps, je ne sais pas moi, le principe d'égalité dans la Constitution, etc. Si vous en donnez 4, vous commencez à avoir ces fameuses grappes. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cet ensemble très très éclaté, vous avez des groupes, et à ces groupes correspondent des types de contentieux. Après, vous pouvez voir très facilement, vous pouvez mettre des boules vertes et des boules rouges, remplacer vos points noirs par des boules vertes et des boules rouges. Par exemple, quand ici c'était de la cour d'appel, donc l'appelant ou l'intimé a gagné. Alors vous allez me dire, oui, mais tout dépend de qui avait gagné en première instance, etc. Ce sont des problèmes assez évidents pour nous. Disons, pour une recherche de type je vends des produits sur le marché, c'est très important, ce sont des faiblesses capitales, je vous l'accorde. Mais pour une expérimentation, on dit, mais c'est pas très grave, on peut commencer à travailler là-dedans, on voit ce qui apparaît. Vous pouvez donc vous rendre compte qu'à travers les cours d'appel, il y a certains contentieux où l'appelant est toujours gagnant et d'autres c'est l'intimé, et puis vous avez tout un tas de variations de chiffres qui viennent. Bon, ça peut être intéressant. Vous pouvez évidemment relier à des juges. Hein. Là, ça c'est quelque chose qu'en fait on fait beaucoup, donc ça favorise le forum shopping, ça c'est ce qui se vend énormément. Aller devant le juge la rose plutôt que le juge la tulipe, parce que le juge la rose, il donnera toujours raison aux appelants, à 83%, etc. Au fond, ce sont des très très vieux outils d'analyse qu'on faisait déjà à Harvard dans les années, je me rappelle d'un de mes professeurs qui m'expliquait dans les années 60, on travaillait déjà de cette manière dans le cadre de l'analyse réaliste critique du droit. Tout ça n'est pas en termes de pensée très sophistiqué.
vous pouvez faire, et là le projet visait à faire ça, attention, ça ne débouche, ce projet ne va pas déboucher sur un produit, hein. Mais bon, c'est classer les avocats qui gagnent beaucoup et les avocats qui gagnent peu, et quels sont aussi, alors une autre chose qui est amusante, c'est quelle est la réalité du contentieux des avocats par rapport à ce qu'ils déclarent. Donc, ils déclarent qu'ils sont spécialistes dans business international, mais en fait, vous, avec la base de données, vous voyez que depuis 5 ans, ils font que du droit du travail, en réalité, devant telle juridiction. Donc, au niveau des juges, la France est vent debout contre l'affaire et ils sont en train de faire des lois pour... alors, je ne sais pas, la version qui me semble la plus inquiétante, je vous soumets ça pour la discussion, c'est anonymiser les jugements, ce qui me pose un problème constitutionnel personnellement important. Et une autre voie, c'est qu'en tous les cas, interdire ce type d'outils. Mais là où c'est amusant, et dans la technologie, interdire, c'est pas toujours aussi simple, parce que ce type d'outil, ce type de recherche est pas l'aspect de côté les avocats, hein, les taux de réussite, mais ce type de recherche est aussi utilisé pour nous en parallèle à une demande de la Cour de cassation de France qui envisage une révolution, alors pour le coup, pas disruptive, mais c'est pas loin, qui est, il faudrait des modifications législatives, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre au cas par cas les pourvois en cassation, d'avoir effectivement le tableau des décisions de justice, et là d'avoir un échantillon en disant, tiens, mais c'est quand même frappant qu'à Douai, on arrive à tel type de résultat, alors que, ce qui est une de leurs obsessions en France, et d'ailleurs une des missions historiques depuis la Fondation, qui est de maintenir l'unité de la jurisprudence. Donc, vous voyez l'outil tel qu'il existe, vous voyez déjà différents usages, hein, avec des rankings d'avocats, avec du forum shopping, avec peut-être des informations plus intéressantes sur l'évolution du droit, hein, quel type de contentieux, etc. Au fond, c'est quoi le contentieux dans l'Ontario aujourd'hui, hein? Ben, peut-être vous avez, vous, les outils qui permettent de le déterminer, nous pas, dans notre pays. Et puis je viens, et ce sera mon dernier point, je viens à quelque chose d'un peu plus spéculatif, à peine. Je vais être honnête avec vous sur le plan de la technologie, hein, je vais vous dire, mais j'essaie de vous donner d'abord l'idée. Je reviens à ma notion de logique juridique. La logique juridique, ce n'est pas une décision mécanique exacte que prend un juge sur la base de règles précédentes, c'est la formation d'arguments. Et donc là, je teste souvent ces propositions avec les ingénieurs, informaticiens, de qui je reçois des réactions plus ou moins positives ou négatives, souvent très perplexes, hein, puisqu'ils sont dans le modèle encore leibnizien, très fort. Vous rendez pas, il faut vraiment parler avec eux pour le voir. Et qui est de se dire, en fait, laissez tomber la décision du juge. Le juge, il a différents arguments pour l'un, pour l'autre. Il y a deux parties. Chaque partie va produire une argumentation. Et essayons d'être un peu plus modestes. Ne pensons pas que la décision du juge est calculée. Pensons que chaque partie essaye de produire les arguments les plus efficaces sur base des circonstances de la cause. D'une certaine manière, c'est ce que nous faisons tous quand nous agissons en tant que plaideurs. Bien, on va regarder dans notre dossier, dans les précédents, voir, et bien entendu, dans le droit positif le plus large, voire dans une sphère encore plus large, qui concerne la morale, la politique, etc., si l'affaire en vaut la peine, les moyens que la cause comporte de persuader l'auditoire, c'est-à-dire le juge. Je viens de citer Aristote, pour le coup, toujours valable, beaucoup plus dans sa rhétorique que dans sa logique, en fait, pour ce qui nous concerne. Et donc, ça, c'est ce que nous faisons. Donc, en quoi est-ce que c'est de nature à modifier la logique juridique? Voilà mon point. C'est que, par rapport au moteur de recherche dont nous disposons, y compris manuel, le bon vieux sommaire de la décision, la numérisation des décisions nous permet de faire apparaître
de manière beaucoup plus forte certains arguments qui, étant basés sur des données de fait, sont actuellement perdus par les moteurs de recherche. Je prends un exemple très simple, qui est mon dernier point donc. Vous avez la question classique qui se pose chez nous, chez vous aussi, de savoir si le fait qu'un employé dans le secteur de l'alimentation a pris dans le rayon une barre de chocolat et ne l'a pas déclaré, ne l'a pas payé, constitue un manquement, une faute d'une telle, je ne connais pas le vocabulaire précis, donc vous m'excuserez, je reste dans le flou au niveau du vocabulaire, tel qu'il justifie qu'il soit licencié immédiatement et sans indemnité. Et admettons que nous avons par les moteurs de recherche, c'est très facile de retrouver licenciement, faute grave, vol. Hein, ou peut-être il y a un autre mot, chapardage, je ne sais pas, un mot un peu moins violent que le vol, et vol. OK. Et à ce moment-là, on va voir, selon nos moteurs de recherche classiques, on va voir qu'au fond, dans 80% des cas, j'informe totalement, la personne sera effectivement licenciée. Il y a 20% des cas où non, on estime que ce n'est pas prouvé, mais il avait quand même voulu aller à la caisse. Bref, ça, on a une statistique assez facile. On peut le faire facilement. Mais les outils dont nous disposons nous permettent de faire autre chose. Et là, je vais être dans la position de l'avocat, pas du juge, et je vais interroger ma machine. Je suis honnête, ce n'est pas possible tout à fait maintenant, mais ce n'est pas loin. Je lui dis, sors-moi des sous-ensembles où dans 80% des cas, mon client gagne. Je dis, mais l'argument de droit, il est clair, il y a un vol, il y a faute grave, etc. Et il me sort, il va donc regarder les autres 20%, et il me sort quelque chose comme, tiens, l'employé en question est une mère célibataire avec des enfants. Mon client est une mère célibataire avec des enfants. Et là, je reçois un autre pourcentage de décision. Je peux donc aller devant le juge en disant « il semblerait que la jurisprudence soit telle », mais je note en réalité que la jurisprudence n'est pas tout à fait celle-là, parce que j'introduis un élément qui est peut-être un élément nouveau pour vous, mais qui est en réalité un élément qui est dans la jurisprudence et qui est que c'est différent pour une mère célibataire sans enfant. Évidemment, expliquer quel est le lien, je vous passe, c'est notre métier, je vous passe le détail. Évidemment, j'ai un adversaire qui est effectivement confronté à ce problème. Quand c'est une mère célibataire avec des enfants, en fait, le pourcentage de licenciement fond. Mais il interroge sa base de données et dit oui, mais attention. Lorsque l'employé travaille pour un petit dépanneur, c'est un mot que j'ai appris chez vous, quand il travaille pour un petit dépanneur, ce n'est pas la même chose, il n'est pas jugé en pratique de la même manière que quand il travaille pour une grande enseigne. Donc là aussi, on voit bien ici, peut-être mieux encore dans ce deuxième exemple, à quel point il pourrait y avoir une raison de décider différemment avec un lien de confiance tout à fait différent entre un petit magasin et une grande enseigne pour le même comportement. Bien sûr, ce sont des éléments de fait. Mon but en utilisant ça, c'est directement de gagner mon affaire, mais nous connaissons tous la porosité entre le fait et le droit. Si je gagne mon affaire et que le juge dit ben, effectivement, dans ce cas, il faut considérer que c'est un petit dépanneur, que j'ai moi-même toute une bibliothèque de précédents qui va dans ce sens-là, eh bien, le droit est en train de se modifier. Voilà comment je pense que nous avons là un réservoir pour des arguments de fait pouvant devenir du droit grâce à ces technologies. Dernier mot, est-ce que c'est réalisable avec l'outil dont je vous ai parlé? La réponse est peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que soit du fait du non supervisé, si vous vous rappelez ce dont je vous dis, il se rend compte lui-même de la structure, il voit très bien où sont les choses, mais à ce moment-là, comment est-ce qu'il va pouvoir, dans la masse des données, repérer que vous êtes intéressé éventuellement par la distinction bon, ici vous avez qualité du défendeur, qualité du demandeur, ou l'inverse plutôt, enfin qualité de la société qui licencie, non, et l'autre est quand même la demanderesse puisqu'elle demande une indemnité, et qualité de la travailleuse.
Mais il n'est pas écrit à l'endroit du nom des parties, il n'est pas écrit peut-être son statut civil, il n'est pas écrit, alors peut-être c'est plus facile pour les grandes enseignes, on peut en repérer quelques-unes. Mais c'est déjà, vous voyez déjà que je suis en train de m'engager dans du travail manuel là. Hein? Je suis en train de m'engager dans du programmation et je quitte le non supervisé pour du supervisé. Et donc je dois commencer à lui dire, regarde un peu 200 choses. Or, ce que je vous laissais un peu à croire dans mon exposé, c'était que ça allait venir de la machine. Hein? Qui est une des choses qui est le plus intéressante dans les corrélations qu'ils font par exemple en marketing, c'est-à-dire qu'ils sortent des nouveaux éléments auxquels personne n'avait pensé. Et donc là, on n'y est pas. Je suis en train d'en discuter avec d'une part les gens qui font le projet que j'ai évoqué, mais d'autre part aussi des ingénieurs informaticiens qui me parlent de méthodes qui ne me plaisent pas. Ça m'a l'air très très rigide. Et plus ça sera rigide, moins j'ai de chances de pouvoir dégoter de nouveaux arguments. Voilà un exemple de la manière dont effectivement, peut-être, c'est pas tellement que l'intelligence artificielle renouvelle la logique juridique, c'est qu'une logique juridique mieux enseignée aux informaticiens ouvre de nouvelles pistes pour faire le métier qui est le nôtre. Je vous remercie beaucoup.